Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Héloïse Rach, je suis doctorante en deuxième année de thèse et sous la direction du professeur Bourgeat dans l'équipe 9 de l'Institut des neurosciences cellulaires et intégratives. Donc je suis vraiment ravie d'être ici pour cette rencontre doctorants et étudiants. Donc avant de vous présenter un petit peu mon projet de thèse, je voulais tout d'abord vous présenter un petit peu mon parcours. Donc après le bac, j'ai fait 2 premières années communes aux études de santé, donc je n'ai pas obtenu. C'était aussi pour vous montrer qu'on peut rebondir de tout. Donc après ça, j'ai fait une licence de biologie cellulaire et physiologie animale dans l'objectif en fait de faire un master de neurosciences cognitives parce que je me suis toujours intéressée en fait au cerveau. Donc ça me paraissait logique de continuer dans ce master. Durant mon master, donc j'ai fait un stage durant mon master 1 pour un petit peu découvrir la recherche chez l'animal et j'ai fait mon stage de master 2 au sein de l'équipe toujours donc dans l'équipe dans laquelle je fais ma thèse à l'heure actuelle, donc l'équipe 9 de l'INSI. Et donc j'ai fait mon stage de master 2 chez l'homme. Et à l'heure actuelle, donc depuis 2019, je fais ma thèse de neurosciences qui s'appelle « Étude des effets non visuels de la lumière, du sujet sain au spectre des hypersonies centrales ». Je vais vous expliquer un petit peu par la suite de quoi il s'agit. Donc avant tout ça, je voulais un petit peu vous présenter mon équipe. Donc mon équipe travaille de manière translationnelle. Donc, elle travaille aussi bien chez le rongeur, à l'Institut des neurosciences cellulaires et intégratives, que chez l'homme, donc que ce soit chez le patient ou le sujet sain, au Centre des troubles du sommeil à Strasbourg. Donc, elle travaille également de manière transdisciplinaire, aussi bien sur le biologique, que ce soit des prélèvements, donc vraiment du prélèvement jusqu'à l'analyse des échantillons, sur de la neurophysiologie et sur du comportement, donc aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Donc, les objectifs de mon équipe, c'est vraiment de comprendre les mécanismes de régulation du sommeil, des troubles circadiens et l'importance de la lumière, son rôle, et notamment ses interactions fonctionnelles avec les pathologies neuropsychiatriques. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que va s'imbriquer ma thèse. Donc, un petit contexte général pour entamer un petit peu le sujet de ma thèse. Donc, comme vous le savez, nos activités quotidiennes sont un petit peu régies par l'alternance lumière-obscurité. La lumière, c'est vraiment ce qu'on appelle le synchronisateur de notre horloge centrale, ce qu'on appelle le donneur de temps principal, qui va vraiment synchroniser donc, notre horloge centrale qui est située au niveau des noyaux suprachiasmatiques selon un rythme de 24 heures. Donc, il y a aussi d'autres éléments tels que l'activité sociale, l'alimentation, l'activité sportive, etc., qui vont jouer un rôle important dans cette synchronisation. Mais la lumière, c'est vraiment ce qu'on appelle le donneur de temps principal. Et ce n'est pas la seule fonction de la lumière. La lumière permet également justement la régulation de la veille du sommeil et de la vigilance, également de l'humeur et du réflexe photomoteur. Et finalement, par quoi la lumière va-t-elle agir? Comment la lumière va-t-elle agir? Mais en fait, la lumière, elle va passer au niveau de la rétine. Elle va traverser donc cette structure qui est située dans le fond de l'œil, qui est constituée de différentes couches cellulaires, comme on peut le voir ici. Elle va être détectée par différents types cellulaires. On a tout d'abord les bâtonnets et les cônes qui sont situés sur la couche la plus externe de la rétine, qui sont surtout impliqués dans la vision. Et on a également un troisième type de photorécepteur qui s'appelle la mélanopsine et qui est un photopigment particulièrement sensible à la lumière bleue et qui est également sensible à des expositions de durée prolongée. Et ce photopigment, en fait, il se situe au niveau d'une petite proportion de cellules ganglionnaires qui s'appellent les cellules ganglionnaires intrinsèquement photosensibles et qui vont projeter sur de nombreuses structures cérébrales, les structures donc qui sont impliquées dans les fonctions que j'ai évoquées juste avant. Donc, comme vous le savez, à l'heure actuelle, avec l'émergence des LED, l'utilisation entre guillemets à outrance des smartphones, etc., on utilise la lumière artificielle à des moments pas forcément opportuns. Par exemple, pendant notre nuit biologique, ce qui peut à long terme finalement conduire à des troubles du rythme et du sommeil, voire à des troubles de l'humeur. On sait également que la sensibilité, qu'on n'est pas tous égaux en termes de sensibilité à la lumière, et une des hypothèses de notre équipe est que la sensibilité à la lumière puisse être altérée dans les troubles du sommeil. C'est vraiment dans ce cadre-là que va s'imbriquer ma thèse. Donc, c'est pas très joli en soi, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu les 3 axes de ma thèse. Donc, comme je vous ai dit, c'est l'étude des effets non visuels de la lumière dans le spectre des hypersonies centrales et chez le sujet sain. Ma thèse va se diviser en 3 axes. On a tout d'abord un axe plutôt à visée diagnostique qui aura pour but d'étudier un petit peu la réactivité à la lumière chez les patients qui présentent une hypersonie centrale, que je vais vous présenter juste à la suite, dans le but de trouver des biomarqueurs pour leur diagnostic. Le deuxième axe est plutôt à visée thérapeutique et aura pour but en fait toujours d'étudier la réactivité à la lumière pour comprendre un petit peu finalement comment elle va bouger en fonction de la mise en place d'un traitement par luminothérapie chez des patients qui présentent une dépression. Et enfin, le troisième axe, qui est plutôt fondamental, va vraiment être un axe de validation des 2 premiers axes pour voir un petit peu finalement quelle est l'influence de l'horloge biologique et de la privation de sommeil donc chez des sujets sains
sur en fait la réactivité à la lumière. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur les protocoles, etc. de ma thèse, mais c'était un petit peu voilà, pour vous présenter, vous contextualiser un petit peu en détail tout ça. Donc, pourquoi l'hypersomnie? Alors, quand on pense aux troubles du sommeil, souvent on pense à l'insomnie, difficultés d'endormissement, réveil nocturne, etc., troubles du rythme circadien, décalage de phase, mais on ne pense pas trop à l'hypersomnie. Pourtant, l'hypersomnolence, ça concerne environ 10% de la population, donc c'est pas négligeable. Et ça se caractérise selon les critères DSM-5 par une somnolence diurne excessive, un temps total de sommeil allongé qui peut aller jusqu'à plus de 11 heures et une inertie du sommeil. Donc une inertie du sommeil, c'est vraiment une difficulté à émerger de son sommeil le matin quand on se réveille. Donc il existe plusieurs types d'hypersomnie, comme on peut le voir, c'est vraiment un spectre. Donc des hypersomnies qui sont principalement caractérisées par leur symptomatique. Il y a à l'heure actuelle que la narcolepsie de type 1 qui a à l'heure actuelle des biomarqueurs biologiques qui permettent de l'identifier. Pour les autres hypersomnies, on a vraiment des difficultés parfois à les différencier parce qu'elles ont vraiment des formes frontières au niveau de la symptomatologie. Donc à l'heure actuelle, il est vraiment important justement de trouver des biomarqueurs, des éléments qui permettent en fait de mieux différencier ces différentes pathologies. Donc l'objectif de ma thèse, c'est vraiment d'étudier la réactivité à la lumière dans ces pathologies pour justement trouver des biomarqueurs qui permettent de mieux les différencier, de mieux les caractériser, de les diagnostiquer dans le futur. La deuxième partie de ma thèse, dont l'axe, je vous ai dit que c'était vraiment voir un petit peu comment les patients allaient réagir. Enfin, on sait que la luminothérapie est un traitement efficace de la dépression. Pourquoi j'ai choisi la dépression? Parce que souvent, la dépression partage des symptômes avec l'hypersomnie. On retrouve souvent l'hypersomnolence dans la dépression. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu me baser sur ça, pour voir un petit peu comment allait réagir, comment la réactivité à la lumière allait bouger une fois qu'on allait justement mettre un traitement par luminothérapie dans la dépression. Dans le but ultime, entre guillemets, de trouver finalement des biomarqueurs de réponse ou de non-réponse chez les patients à la luminothérapie. Et enfin, le dernier axe, comme je vous ai dit, c'est vraiment un axe de validation des deux autres axes. Là, je voulais juste vous présenter les deux techniques principales. Je ne vais pas rentrer dans le détail des protocoles, mais c'est voilà, pour vous expliquer un petit peu finalement les techniques que j'utilise. Donc la première technique, le premier outil, c'est l'électrorétinographie. Vous pouvez le voir ici, c'est un outil qui permet en fait d'émettre des flashs lumineux au niveau de l'œil. Et en fait, on a une petite électrode sous l'œil qui va permettre de détecter finalement l'activité électrique des différentes couches cellulaires et particulièrement la première couche cellulaire de la rétine, comme je vous ai montré tout à l'heure, les cônes et les bâtonnets. Donc en fait, en réaction à ces flashs lumineux, les cellules vont réagir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster en fait les paramètres des flashs, que ce soit l'intensité, la durée des flashs, la longueur d'onde, pour justement stimuler des différents types cellulaires. Par exemple, le premier test, qu'on appelle le test photopique, va permettre de stimuler tous les cônes de la neurorétine. Donc les cônes qui sont sensibles à de courtes, de moyennes et de longues longueurs d'onde. Le deuxième test, qui va plutôt utiliser des flashs rouges, va permettre de stimuler en fait des cônes qui sont surtout sensibles à de longues longueurs d'onde. Et le troisième test, qui se fait à l'obscurité avec des flashs verts, va permettre de stimuler les bâtonnets. Et comme on peut le voir ici sur les graphiques à droite, en fait, on a l'amplitude de réponse des cellules en fonction du temps. En fait, on va voir pour tous ces graphiques, donc l'onde A va représenter l'activité électrique des photorécepteurs, donc ici des cônes, des bâtonnets ici, et l'onde B va représenter l'activité électrique des cellules bipolaires. Donc, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est des cellules qui sont juste après les cônes et les bâtonnets dans la couche cellulaire et qui vont être donc activées à la suite. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire passer ce test chez tous les patients, tous mes axes, pour voir un petit peu finalement comment ils réagissent à la lumière. La deuxième technique est la pupillométrie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les cellules à mélanopsine vont projeter sur de nombreuses structures cérébrales, dont le noyau olivaire prétectal. Le noyau olivaire prétectal, il est impliqué dans ce qu'on appelle le réflexe photomoteur. Et en fait, le réflexe photomoteur, c'est vraiment finalement la constriction de la pupille une fois qu'on va l'illuminer rapidement et sa dilatation une fois qu'on va enlever la lumière. L'avantage du coup de cette technique, c'est qu'elle va permettre de quantifier finalement ce réflexe pupillaire à la lumière. Donc, mon équipe a développé en fait un protocole qui permet justement de stimuler de manière spécifique le système mélanopsynergique avec des périodes prolongées d'obscurité et d'exposition à la lumière de couleur rouge et de lumière bleue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les cellules à mélanopsine sont particulièrement sensibles à la lumière bleue et une exposition prolongée va permettre justement de stimuler de manière spécifique ce système. Et comme on peut le voir ici, donc c'est vraiment le diamètre pupillaire en fonction du temps. On peut voir ici, on a une constriction de la pupille prolongée. C'est une des caractéristiques des cellules à mélanopsine.
Et ce qu'on va mesurer, en fait, comme marqueur de la réponse mélanopsynergique, c'est la réponse pupillaire post-illumination, qui est la différence entre le diamètre pupillaire basal et le diamètre pupillaire post-exposition à la lumière bleue. Donc, les deux techniques d'électrorétinographie et pupillométrie vont être utilisées dans tous les axes de ma thèse et sont utilisées à l'heure actuelle. Donc, je ne voulais pas aller plus loin dans l'explication de ma thèse, mais là, c'était vraiment pour vous donner un petit, un petit spectre, entre guillemets, de tout ce qu'on peut faire dans une thèse. Ce n'est pas une généralisation, parce que, enfin, généralité, parce que toute thèse est très différente, mais en tout cas, chez l'homme, voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passait. Donc, il y a toute une étape en amont de réflexion, donc c'est vraiment la recherche bibliographique pour vraiment s'approprier son sujet de thèse. Il y a aussi toute cette étape de réflexion concernant les protocoles. J'ai eu l'opportunité, par exemple, de pouvoir rédiger un CPP. Donc, chez l'homme, c'est un protocole qu'on soumet au comité de protection des personnes. Voilà, donc c'est vraiment toute cette étape de réflexion. La deuxième étape, ça a été vraiment une étape de validation des protocoles, vérifier que les protocoles fonctionnaient. Donc, j'ai fait une validation en interne pour voilà, confirmer que les délais étaient bons entre les tests, etc. Et aussi tout un développement méthodologique. J'ai eu la chance aussi de pouvoir travailler sur un programme d'extraction des données. Donc, la programmation, c'est quelque chose que je ne faisais absolument pas avant, aucune notion de programmation. Et finalement, bah, la thèse, ça permet aussi voilà, de finalement faire des choses qu'on ne sait jamais faire. Voilà. Et c'est aussi finalement toute la participation au protocole, à toutes les étapes d'un protocole de recherche clinique, que ce soit le recrutement, donc rechercher des volontaires, les appeler, planifier les rendez-vous, que ce soit au centre des troubles du sommeil ou en ophtalmologie, faire le suivi des inclusions, vérifier que tous les médecins ont bien signé les bons papiers, etc. Et c'est aussi finalement faire réaliser tous les tests chez les patients, que ce soit l'électrorétinographie ou la pupillométrie. Donc évidemment, il y a toute la partie d'extraction et d'analyse des données pour pouvoir justement finalement travailler sur les études, sur les outils qu'on a mis en place. Et évidemment, je pense que le travail d'une thèse, la finalité de tout ça, c'est vraiment la promotion scientifique. Donc, c'est pouvoir partager finalement son travail, que ce soit dans ce cadre-là, par exemple, en petit comité ou justement lors de congrès, on peut justement présenter des articles, des posters, faire des communications orales. Et il y a également aussi les articles qu'on publie dans le cadre d'une thèse. Voilà, donc je voulais en profiter pour faire ma petite publicité. Comme vous le savez, donc il y a plein d'avantages à une thèse, mais il y a aussi quelques petits inconvénients, surtout chez l'homme, concernant le recrutement, surtout en cette période de Covid-19. Donc je recherche toujours activement des volontaires sains, donc des patients, enfin des volontaires qui globalement sont en bonne santé et qui ont un bon sommeil. Voilà, pour faire réaliser les tests que je vous ai présentés, d'électrorétinographie et pupillométrie. Et à la clé, donc ça dure vraiment 3h, 3h30, c'est pas très long. Et à la clé, il y a aussi un examen d'ophtalmologie gratuit. Donc si ça intéresse des gens, je suis tout à fait preneuse. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail à cette adresse, chru-strasbourg.fr, ou me téléphoner directement à ce numéro de téléphone. Et je vais aussi vous montrer mon adresse personnelle ici, si jamais vous êtes intéressé. Et je fais une deuxième publicité. On va bientôt lancer différents projets dans l'équipe. Et on est à la recherche très activement d'étudiants très motivés qui souhaiteraient poursuivre en thèse, justement. Donc, si vous êtes intéressé par la thématique de notre équipe, n'hésitez surtout pas à envoyer un mail à n'importe quelle adresse ici. Si c'est à moi, je remonterai l'information, ou directement donc, au professeur Bourgein, ici. Voilà. En tout cas, on est très preneurs de tout ça. Merci pour votre attention et merci aussi à toute mon équipe, que ce soit l'équipe recherche ou l'équipe clinique, sans qui, finalement, la réalisation de tout ça ne serait pas possible. Merci. Ok, merci beaucoup. Du coup, on va attendre un petit peu pour les questions, si jamais il y en a sur YouTube, donc via le chat, n'hésitez pas, hein. Surtout si vous avez des questions par rapport à qu'est-ce que c'est un doctorat, quel a été le parcours, sur le parcours, mais aussi sur le sujet de thèse, si vous avez des questions par rapport à tel ou tel sujet, ou si vous avez des questions sur des choses que vous n'avez peut-être pas compris, toutes choses qui vous passent par la tête. Autrement, si chez vous, enfin entre vous, vous avez des questions par hasard. Ouais, vas-y, Maëlie. Moi, je voulais savoir sur ton protocole de l'immunothérapie, est-ce que tu mets à un moment donné pour tous tes patients, ou est-ce que tu prends en compte le chronotype et la façon dont tu réagis à la lumière? Alors, en fait, donc l'idée, c'est vraiment de le faire sur une fourchette
assez déterminé le matin au réveil, parce qu'on sait que la luminothérapie, c'est plus efficace quand c'est mis en place le matin. Et en fait, on ne veut pas forcément prendre en compte le chronotype. Enfin, on va le prendre en compte parce qu'en amont de la mise en place de la luminothérapie, les patients vont remplir un agenda de sommeil et on va aussi mettre en place l'actimétrie pour voir un petit peu leur rythme, etc. L'heure exacte de la luminothérapie, donc au petit matin, sera faite en fonction de ça. Si c'est plutôt des lève tôt, on va le faire un petit peu plus tôt. Si c'est plutôt des lève tard, on va le faire un peu plus tard. Mais on reste quand même sur cette période matinale. Oui, c'est plus par rapport à ton info. Alors, je ne sais pas trop si ça a la référence, vu que ce n'est pas vraiment ton sujet de thèse, mais tu dis qu'il y a à peu près 10% de la population qui a des troubles d'insomnie. Comment vous définissez? Parce que est-ce que c'est propre à chaque individu ou c'est globalement, si tu as trop de temps de sommeil, tu es considéré comme. Alors, donc, je me suis peut-être trompée dans l'introduction. Donc, c'est effectivement 10% de la population qui présente une hypersomnolence, mais c'est surtout la plainte qui est importante. Parce que finalement, si quelqu'un dort 11 heures, mais qui finalement, il arrive à s'adapter au niveau de son rythme et que ça lui pose pas de problème, on peut pas vraiment parler d'hypersomnie. Mais si par contre, effectivement, ça lui pose un problème, qu'il est somnolent la journée, qu'il n'arrive pas finalement à organiser sa vie autour de ça, effectivement, là, on peut parler d'hypersomnie. Il faut vraiment qu'il y ait la question de plainte derrière tout ça. C'est comme une insomnie, si quelqu'un finalement dort 4 heures la nuit, mais que ça lui convient parfaitement, est-ce qu'on peut vraiment parler d'insomnie ou pas? Voilà, enfin, c'est toute cette subtilité autour de ça. Moi, j'avais une question concernant l'une de tes diapos où tu présentes que l'exposition à la lumière bleue, quand tu observes ensuite la pupille, la différence entre l'exposition et la post-exposition est moins grande que pour les autres types de lumière. Et ça va avoir quoi comme influence, en fait, que la différence soit moins grande? Qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport à le fait que la pupille soit plus contractée, Oui, pardon. je veux dire, ouais. Si jamais je peux revenir sur le diapo en arrière, si ça peut t'aider. Ouais. Voilà. Ça, ouais. Donc, en fait, comme je l'ai dit, c'est vraiment spécifique des cellules à mélanopsine. En fait, au niveau de la régulation, on va dire, du cycle de régénération, c'est un photopigment en fait, qui va se régénérer en fonction de son exposition. Et en fait, c'est un photopigment qui va mettre très longtemps à se régénérer. Et en fait, ce qui explique finalement la lenteur que la pupille va remettre à se redilater progressivement. En fait, en moyenne, après une exposition à la lumière bleue, vraiment en moyenne, hein, c'est pas une généralité, il faut à peu près 45 minutes pour retourner à un état basal. Donc en fait, nous, ce qu'on va regarder, comme je l'ai dit, c'est vraiment la différence entre le diamètre pupillaire basal et post-exposition à la lumière bleue. On va vraiment regarder finalement s'il y a des différences d'amplitude en fonction des patients. Et on considérera finalement qu'un petit PIPR, donc finalement une petite amplitude, par exemple si on arrive ici, finalement c'est que les cellules à mélanopsine n'ont pas si bien fonctionné que ça, ben on va considérer que c'est plutôt pathologique. Il y a des études à l'heure actuelle qui ont un petit peu travaillé là-dessus, donc avec des méthodologies pas forcément aussi spécifiques que la nôtre, mais qui ont mis en évidence par exemple dans la dépression que les patients réagissaient moins bien finalement à la lumière bleue, et qu'ils avaient finalement une amplitude qui était quasiment inexistante de PIPR. Et ça, ils l'ont interprété comme une sensibilité mélanopsinergique moindre. Et comme je l'ai montré au tout début, les cellules à mélanopsine, elles projettent sur de nombreuses structures cérébrales, dont des structures impliquées dans l'humeur. Et du coup, voilà, c'est un petit peu finalement l'importance de la mélanopsine sur plein de choses. Et nous, ce qu'on va vraiment regarder, c'est l'amplitude de cette réponse. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ok, très bien. Vous vous intéressez exclusivement au diamètre maximum et minimum de la pupille, vous vous intéressez aussi à la vitesse à laquelle la pupille réagit. Est-ce que ça permet que vous allez prendre en compte aussi ou ça va être important? Alors ça a de l'importance. Là, j'ai vraiment présenté, on va dire, le marqueur principal, c'est vraiment le critère principal des études. Après, on va vraiment regarder les différents diamètres pupillaires. On va regarder aussi finalement la constriction, le diamètre de constriction, le diamètre de dilatation, et on va effectivement regarder un petit peu la vélocité, la vitesse à laquelle finalement ça va se contracter. Surtout qu'une des spécificités aussi de la lumière bleue, là on voit pas très très bien, c'est qu'en fait quand on va exposer la pupille à la lumière bleue, elle va très vite se contracter, et ensuite elle va revenir un tout petit peu plus haut. En fait, elle va se contracter très vite, et puis après elle va revenir à une moyenne un peu plus importante. Donc ouais, c'est vraiment des paramètres qu'on va regarder aussi. J'ai une dernière question qui n'a pas grand-chose à voir avec ton sujet. Est-ce qu'il y a une différence entre les gens qui ont les yeux bleus et les yeux marrons? C'est un paramètre qu'on prend en compte aussi chez les patients. En fait, quand ils arrivent, en fait, on leur pose quelques questions et puis on regarde leurs yeux et on coche yeux bleus, clairs, foncés, etc. On ne sait pas. Justement, c'est un élément qu'on va regarder aussi par la suite. Après, en général, la pupille,
des yeux plus foncés sont plus riches en mélanine, des yeux plus clairs sont moins riches et du coup potentiellement plus sensibles. À vérifier, à voir si on a des petites choses qui ressortent par rapport à ça. Mystère. Si jamais moi j'ai une minute, les deux techniques que tu as présentées, du coup, tu les présentes donc chez l'homme. Est-ce que ça existe aussi chez la souris? Et est-ce que vous allez aussi faire ce genre d'expérimentation du coup? Alors, il me semble effectivement que l'électrorétinographie existe chez l'animal. Donc moi, c'est une technique qui n'est pas invasive, donc le fait de mettre juste une petite électrode. Chez l'homme, on peut le faire aussi de manière plus invasive, et je crois que chez l'animal, on le fait aussi de manière plus invasive, c'est-à-dire mettre des électrodes sous le sac conjonctival en dilatant en fait la pupille, pour justement avoir des paramètres un petit peu plus robustes, entre guillemets. Oui, ça existe chez l'animal, la pupillométrie, pour le coup, je ne suis pas sûre, je ne veux pas dire de bêtises, mais à vérifier. Et donc, dans l'équipe, je ne suis pas sûre qu'on ait l'intention de le faire prochainement. En tout cas, dans tous les cas, ici à l'Institut des neurosciences cellulaires intégratives, on étudie énormément justement l'impact de la lumière sur le sommeil, etc. chez la souris. Pas ça en particulier. Une petite dernière question Oui. pour t'embêter. Donc là, par exemple, l'être humain, il a un spectre de couleurs. Et chez les animaux, c'est pas forcément pareil. Est-ce qu'il faut envisager d'adapter le matériel ou on s'en fout du spectre de la lumière? Alors, on s'en fout pas, effectivement, du spectre qu'on voit. Je sais que, par exemple, le rongeur, ils n'ont pas de cône en principe, ils n'ont pas de cône qui détecte la lumière rouge. Et justement, c'est une thématique de notre équipe. Il y a à l'heure actuelle un étudiant en master qui travaille là-dessus, justement pour voir si finalement la lumière rouge pourrait quand même avoir une influence sur le comportement de la souris. En tout cas, les prémices, c'est que ça pourrait quand même avoir une influence malgré la non-présence de cônes sensibles à la lumière rouge. Donc, voir s'il y a d'autres systèmes de phototransduction, d'autres cônes qui pourraient finalement remplacer, entre guillemets, la détection des cônes sensibles à la lumière rouge. Donc oui, c'est important de prendre en compte tout ça, parce qu'on ne détecte pas forcément de la même manière. Moi, j'avais une petite question sur l'organisation du coup de l'étude chez l'homme. Combien de temps à peu près ça met de mettre en place un CPP, de tout créer le dossier en amont finalement? Combien de temps ça fait avant qu'on puisse travailler chez l'être humain? Alors, ça dépend. En cette période, c'est un petit peu plus long parce qu'il y a des sujets prioritaires. Justement, ça a pris un petit peu de retard à cause de tout ça. La rédaction du CPP, c'est quand même long parce qu'il y a vraiment toute cette recherche bibliographique derrière, réfléchir au protocole, la mise en place, etc. Ça peut quand même durer facilement 2-3 mois, la rédaction. On n'est pas tout seul dessus. Enfin, je ne l'ai pas rédigé toute seule non plus. Après, il y a la soumission. En général, c'est des délais quand même assez longs parce qu'il y a toute une commission derrière qui doit vérifier que le protocole est bon, le valider. Ensuite, ils doivent revenir vers nous pour dire est-ce qu'il y a des modifications à faire, ou est-ce que c'est bon, ou est-ce que non, pas du tout. Et après, il y a encore toute la mise en place à faire dans le cadre, au centre en fait. Mettre en place, coordonner vraiment avec toutes les équipes cliniques, les médecins, les infirmières, l'équipe recherche, etc. Donc c'est assez long. Là, on l'a soumis par exemple en fin avril. Je pense qu'on ne pourra pas le lancer avant cet été, à mon avis. Avant fin d'été, ouais. Donc c'est assez long. C'est des délais assez longs. Donc en général, il faut le faire assez tôt, malheureusement. Et au cours des expériences, il y a possibilité de rajouter des sortes d'avenants si jamais on a d'autres idées et qu'on souhaite faire autre chose? Oui, alors ça, c'est possible. Après, il ne faut pas non plus que ça modifie complètement le protocole. On peut faire des petits avenants, dire finalement, on aimerait bien rajouter, par exemple, un questionnaire. Ça, c'est pas non plus quelque chose de très compliqué. Par contre, si on veut vraiment tout modifier, là, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Oui. À partir de quel moment tu dois faire un CPP? Parce que nous, pour la saisine chez la souris, c'est assez compliqué, mais je me demandais par rapport à chez l'homme. Alors en fait, du coup, un CPP, on doit le faire à partir du moment où on fait une recherche qui implique la personne humaine. Ce qu'on appelle un RIPH, recherche impliquant la personne humaine. Un CPP, on doit obligatoirement en avoir un à partir du moment où on a une technique qui n'est pas trop invasive ou qui est dans le cadre d'une recherche plus invasive. Mais à ce moment-là, il faut aussi faire une demande à l'Agence nationale de sécurité du médicament qui va aussi donner un avis positif. Et on fait aussi dans le cadre d'un suivi habituel. On a besoin d'un CPP ou d'un comité d'éthique quand c'est un petit peu moins invasif. Dans tous les cas, il faut un CPP dans le cadre d'une recherche, à part si c'est quand on travaille sur des données rétrospectives. Là, on n'a pas besoin de CPP parce qu'on ne parle pas de personnes humaines, mais juste de données. Donc là, c'est un petit peu différent. Donc même si tu fais passer simplement un questionnaire, tu as quand même besoin d'avoir un... Si ça sort du cadre habituel ou si c'est vraiment pas quelque chose qui est fait dans la pratique courante, oui, il faut un CPP. Vous avez des questions?
Ok, là, ça va. Ouais, Petite dernière pour finir. Moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est donc, les molécules plutôt switchables, etc. Et on utilise surtout de la lumière rouge, parce qu'elle est moins dommageable que toutes les cellulaires. Du coup, je me demandais si, quand tu fais les stimulations avec de la lumière bleue ou de la lumière verte, qu'est-ce que tu utilises comme intensité? Parce que la lumière bleue et la lumière verte sont connues pour faire des dommages cellulaires, donc, par exemple sur l'actine ou sur les membranes. Oui, alors nous, du coup, on a utilisé évidemment des intensités qui ne sont pas nocives, enfin, en tout cas de ce qu'on a testé. Hein. Alors si je ne me trompe pas, c'est 375 candela, chose comme ça. C'est quand même assez intense quand on fait passer le test, c'est un peu surprenant. Après, on s'y habitue, c'est pour ça aussi qu'on a des durées assez prolongées. Mais voilà, en tout cas, pour les 150 personnes à peu près qui ont déjà passé ce test, il n'y a jamais eu de souci particulier, pas de problème de vision. Forcément un petit peu ébloui parce que tu es dans le noir et en plus, du coup, tu es exposé à de la lumière. Mais sinon, il n'y a pas de... Ouais, donc c'est pas un gros coup de laser dans... Non. Ok, super. Merci, Louise. Merci.